Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de l'Ecube Media en compagnie de Harold Parisot, fondateur du Shyness Business Club. Alors on est actuellement à l'hôtel Braque à Paris. Il nous a gentiment invités ici, donc dans cette magnifique suite. Donc c'est vraiment incroyable d'être ici. Merci Harold de nous recevoir en tout cas. Merci à toi Gaëtan. Alors je vais te laisser te présenter un peu, nous dire, on va dire concrètement une présentation classique et après on va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet et après en deuxième partie on parlera de ton business principal qui est le Shyness Business. Super, écoute, mon nom est Harold Parisot. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, à Cergy, près de Paris. Après, j'ai travaillé dans les télécoms, chez Deutsche Telekom, puis chez Bouygues Telecom. J'étais ingénieur d'affaires grand compte, donc je gérais un portefeuille de clients entreprises, du B2B comme on dit. Après, j'ai travaillé dans les assurances, donc tu vois, ça n'a pas beaucoup de lien avec les télécoms. Pareil, je gérais un portefeuille de clients. Et puis un jour, j'ai eu en 2010 le déclic entrepreneurial. Et donc, j'ai fait pour ça une rupture conventionnel avec mon ancien employeur et je me suis dit que plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre, j'allais travailler pour moi. Et donc, cette rupture conventionnelle m'a permis de toucher des indemnités chômage pendant quasiment 2 ans, mais au moins cette contribution financière m'a permis de me lancer parce que j'avais pas d'argent, entre guillemets. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à mon compte en 2010. J'ai commencé par faire un peu d'immobilier. Et puis, en rencontrant des acheteurs, des acquéreurs étrangers, notamment asiatiques et chinois, c'est comme ça qu'est née l'idée du Chinese Business Club en 2012, parce que j'avais souvent des Chinois qui me demandaient de rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, ils voulaient rencontrer des journalistes français, ils voulaient rencontrer des politiques, des entrepreneurs français, etc. Et je me suis dit qu'il y avait une opportunité à saisir, comme on dit, et c'est comme ça qu'est née la marque Chinese Business Club, qui était ni déposée ni protégée, donc évidemment je l'ai faite protéger, j'ai acheté les noms de domaine, etc. Et très sincèrement, je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur après toutes ces années, parce qu'au début c'était totalement informel. Enfin, tu vois, d'ailleurs le début était un peu foireux, entre guillemets. Okay. On y reviendra, j'ai lancé ça en septembre 2012, mais c'est vrai que je ne pensais pas que ça se développerait comme ça. Ok, donc tu as été dans les assurances. Ouais. Ensuite dans l'immobilier, ensuite tu as fondé ton business. Est-ce que tu avais déjà un pied dans le business en parallèle de ça avant ou c'était inconnu pour toi? Dans le business, oui, parce que j'étais commercial. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, non, parce que, comme je te le disais, je suis passé de salarié à entrepreneur. Quand tu es salarié, c'est génial, tu as ton salaire qui tombe à la fin de chaque mois. Le vendredi soir, tu as la sécurité. Le vendredi soir, tu es en mini-vacances jusqu'au lundi matin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Quand tu es entrepreneur et que tu as une idée en tête, t'es chef d'entreprise et t'es entrepreneur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, tu vois, moi, dès que j'ai eu cette idée, etc., ça m'arrivait de me réveiller de la nuit, de noter un truc sur un post-it pour pas l'oublier. Je l'ai fait aussi, ouais. et de me rendormir pour être sûr de pas l'oublier et tout. Alors que quand j'étais salarié, très sincèrement, j'avais pas ces réflexes-là. Donc, j'avais la fibre commerciale parce que j'étais commercial et que je gérais des portefeuilles de clients, etc. J'ai toujours aimé les contacts, etc. Évidemment que c'est sympa de rencontrer du monde. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu à cause du métier de commercial que tu as fait la transition là-dessus ou ça n'a rien à voir? C'est pas à cause du métier de commercial, c'est grâce au métier de commercial. Grâce au métier de commercial, ouais. Bah ouais, okay. Parce que... et puis un jour, je me suis dit, plutôt que de travailler pour les autres, autant travailler pour soi. Puis après, je te cache pas qu'en 2010, aujourd'hui on est en 2025, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2025 qu'en 2010. Et pourtant, c'était il y a que 15 ans. Mais il y a 15 ans, il n'y avait pas Station F, il n'y avait pas les tutos, il n'y avait pas les formations en ligne, il n'y avait pas qui veut être mon associé sur M6. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il n'y avait pas spécialement d'aide et tout. Aujourd'hui, tout est fait pour inciter les gens à devenir entrepreneurs et tout. Et c'est génial, tant mieux. Mais d'ailleurs, on constate qu'aujourd'hui, dans le monde, 99% des gens qui sont devenus riches, entre guillemets, sont des entrepreneurs. On ne devient pas riche, à part quelques exceptions évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas riche en étant salarié. Ouais. On devient riche en étant créateur d'entreprise, chef d'entreprise, entrepreneur, etc. Après, c'est pas un but en soi de devenir riche, mais tu vois, c'est un constat. Hein. Voilà, il y en a qui sont très bien salariés, il y en a qui sont très bien dans leur cadre de vie, et voilà, ils sont très bien. Et... Moi, je recherchais, au-delà de la réussite financière, entre guillemets, il y avait surtout une recherche de liberté. Okay. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, tu fais ce que tu veux, tu travailles avec qui tu veux, s'il y a des gens qui ne t'intéressent pas, bah,
tu ne travailles pas avec eux. Après, au final, je m'aperçois que quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup plus que quand tu es salarié. Ouais, Voilà, mais il n'y a pas de secret. Mais sauf que tu peux, si tu veux, travailler en décalé. Moi, ça m'arrive très souvent de ne pas travailler le vendredi après-midi et inversement de travailler toute la journée de dimanche et le dimanche soir, alors qu'en général, le dimanche, les gens ne font rien du tout. Non, mais moi, j'aime bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça ne me dérange pas du tout d'être en décalage. En fait, il faut travailler à son rythme, etc. Ouais, en fait, on peut dire aussi que du coup, il n'y a pas de système de week-end, de jour de repos, de 8h, 17h dans ce métier-là. C'est par exemple à 6h, comme tu disais, tu peux commencer ta journée à 6h, la terminer à midi. Oui, bien sûr. Ouais. Chacun, le but, c'est entre guillemets, de trouver son équilibre. Voilà, ce qu'il faut, c'est être passionné par son métier. Sinon, je pense que c'est difficile d'y consacrer beaucoup de temps. Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. J'ai toujours aimé présenter les gens les uns avec les autres. En plus de ça, après, quand ils font du business et qu'ils sont contents, ils te sont un peu redevables, entre guillemets. Mais voilà, moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier, tu vois. Et je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir, par exemple. Ouais, je vois carrément. Comment, du coup, tu entretiens ton réseau professionnel? Comment on va dire, t'as commencé? Est-ce que c'est un ami, un collègue, quelqu'un qui t'a fait ce déclic-là, qui t'a changé professionnellement? Tes premières rencontres à travers ton réseau, ou est-ce que tu es arrivé de nulle part et c'est arrivé comme ça, un peu par hasard? Alors, en fait, à mon avis, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de démarrer de zéro, ce qui était mon cas en tout cas, financièrement. J'avais la chance de connaître un petit peu de monde, etc. Et je me suis dit, il faut trouver un moyen de monétiser ce réseau, ces contacts, ce carnet d'adresses, parce que c'est bien beau. Ce que je veux dire, là où je veux en venir, si tu veux, c'est que c'est pas parce que tu connais du monde que tu vas gagner de l'argent. Okay. Donc c'est très difficile de monétiser le réseau et le carnet d'adresses. Donc tu as pensé comme ça au début? Tu pensais comme ça? Oui, parce que connaître du monde, c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu connais du monde. C'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce que tu connais des gens riches que tu seras riche. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est complètement cloisonné. Moi, au début, cette idée, c'est les Chinois qui m'ont donné l'idée, parce que je te dis, ils voulaient rencontrer des Français, etc. Et puis, je pense qu'il y avait un vrai potentiel. Il n'y avait pas de club haut de gamme entre la France et la Chine, etc. C'est comme ça qu'est né le club. Les 3 premières années galères, parce que j'avais pas les contacts, j'avais pas le réseau, j'avais pas l'argent, etc. Donc, tu vois, je galérais un peu, j'essayais d'avancer comme je pouvais. Et puis, je me suis dit, il faut donner d'une façon ou d'une autre de la visibilité au club. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire venir le ministre de l'économie à l'époque en 2015, Emmanuel Macron. Le problème, c'est que je ne le connaissais absolument pas. Et donc, je suis passé par le standard de Bercy. Et donc, je me suis fait balader pendant plusieurs semaines, mais jusqu'au jour où son cabinet m'a dit « Ok, le ministre de l'économie est d'accord pour venir dans votre club, le Chinese Business Club, le 15 juin 2015. » Et objectivement, ça a clairement été un avant-après pour mon club, parce que beaucoup de médias, de presse, de télé, de journaux télévisés de journalistes sont venus en disant mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole. Et donc ça a été un gros coup de pub. Et effectivement, depuis 2015, le club marche super bien, donc ça fait plaisir. Mais après, il y a eu un deuxième avant-après, évidemment c'est la crise sanitaire avec le Covid. Ouais, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien vu que les Chinois ne reviendraient pas tout de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en 2025, ils ne sont toujours pas revenus massivement. Il y a quelques investisseurs chinois, il y a quelques touristes chinois, etc. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas revenus massivement, pas encore. Tout ça. Mais d'ailleurs, comment tu as géré du coup la transition quand ils ont annoncé l'épidémie? Est-ce que enfin, ça t'a mis une claque comme tout le monde, déjà, c'était une surprise. Comme tout le monde, je me suis retrouvé confiné et arrêté des événements. Mais surtout que toi, c'est ton business. Moi, mon business, c'est des rassemblements. C'est le cœur du business. Moi, mon business, c'est d'organiser des rassemblements. Tu te doutes bien qu'organiser des rassemblements en plein Covid, c'était compliqué. Impossible. Donc, j'ai été obligé d'arrêter pendant 12-18 mois. Ma hantise, c'était que les sociétés membres me demandent d'être remboursés, parce que là, ça aurait été très compliqué. Donc, ce qui n'a pas été le cas, du coup. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'en fait, j'ai essayé de couper l'herbe sous le pied et d'anticiper la demande en me disant, j'ai prévenu tous les membres en disant, si on est confiné pendant 12 mois, et dans ce cas-là, toutes les adhésions sont prolongées de 12 mois. Si jamais on s'arrête pendant 18 mois, toutes les adhésions prolongées de 18 mois, etc. Donc, tu avais anticipé. J'anticipais, c'est ce que j'ai mis en place. Ouais. Et puis, l'intérêt pour moi, si tu veux, c'est que ça m'évitait de rembourser des clients. Et pour eux, entre guillemets, tu es d'accord que ça n'avait absolument aucun impact financier. Ouais, si on s'arrête 18 mois et que je les prolonge de 18 mois, pour eux, ça ne change rien. Pour eux, ça ne change rien. Pour moi, ça changeait tout. Parce que le problème, c'est que si tout le monde les demandait de les rembourser, le club n'existerait plus. J'aurais pas eu assez de trésorerie, etc. Enfin, il faut être réaliste. Donc, effectivement, que ce n'était pas une partie de plaisir. Mais bon, après, on s'adapte à tout. Donc, Est-ce que tu as des inspirations au quotidien
quotidien qui, je sais pas, dans la vie de tous les jours, par exemple dans la musique, ça peut être un personnage de film, ça peut être un film, un acteur. Tu m'as parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qui je pense a changé ton business. Est-ce que tu en as au quotidien qui justement, tu prends exemple sur eux? Alors, bon, il y a beaucoup de personnalités vivantes ou qui ne sont plus là que j'admire. Il y a une phrase que j'aime bien. Ouais, En des cas citations, une citation, alors je ne sais absolument pas de qui elle est, alors me demande D'accord, pas ok. qui l'a citée. Mais il y a une phrase que j'aime bien en cas de coup dur, c'est quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Et j'aime bien cette phrase, dont j'ignore l'auteur, mais j'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que quand tu as un coup dur, sur le coup, bah, tu douilles. Et puis après, avec le temps, On s'y fait. on s'y fait. Voilà. Et j'aime bien cette phrase, je trouve que c'est une très belle phrase. Après, j'ai eu la chance de recevoir au club Jean d'Ormesson, qui était je crois que c'était en 2016, qui était un grand monsieur. Et franchement, content de l'avoir reçu parce que, tu vois, c'était évidemment C'était un privilège pour un toi de le honneur et recevoir. un privilège de le recevoir. Jean-Paul Belmondo, j'aurais adoré le recevoir. Ah ouais. Je suis fan de Ah Jean-Paul ouais, Belmondo, moi aussi. je suis fan de ses films. J'aurais aimé l'avoir comme grand-père, par exemple, tu vois, toujours souriant, toujours... Très bon acteur en plus. Hein. Excellent, ouais, super peut bon dire acteur que- et tout, donc voilà. Et puis après, dans un registre un peu différent, aujourd'hui, il y a un monsieur que j'admire, que j'aimerais beaucoup recevoir en invité d'honneur, mais il viendra jamais parce qu'il n'y a pas que ça à faire, c'est Bernard Arnault. Je suis très admiratif de ce monsieur. Alors je sais que parfois il peut être critiqué, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Je l'adore aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une success story absolument incroyable. Tu l'as déjà rencontré ou jamais, non? Oui, j'ai déjà Ouais, rencontré. tu l'as déjà. J'ai déjà rencontré plusieurs fois même. J'ai eu l'honneur de recevoir en invité d'honneur 2 de ses enfants, Alexandre lorsqu'il est patron de Rimowa et Frédéric, patron de Taguier. D'accord. Je recevrai dans le futur les autres enfants évidemment. Et, Bon, ça va, c'est quand même bien d'avoir ouais, des c'est très bien, enfants non, mais bien sûr. Bernard. Mais c'est vrai que moi, mon rêve absolu, alors je sais Ouais, que ça, quand je dis ça à mes potes, ils se moquent de moi, mais mon rêve absolu, ce serait de déjeuner, tu vois, pendant 1 heure en tête-à-tête Ouais, avec Bernard Arnault, tu ouais. vois, c'est vraiment... et de l'écouter. Non, mais vraiment. Ça, C'est vrai que ce serait ce incroyable. monsieur... C'est incroyable. Parce qu'il donne jamais me fascine. d'interviews, de podcasts. Bon, Ouais, il pourquoi est pas- faire? Ouais, c'est vrai. Harold, qu'est-ce qui fait un bon business? Enfin, qu'est-ce que c'est du coup un bon business selon toi en 2025 là? Qu'est-ce que serait un bon business? Ou peut-être dans les années, je sais pas, 2010, qu'est-ce qui serait selon toi le business parfait, le business model qu'il faudrait avoir? Pour moi, un bon business, Gaëtan, c'est un business où les 2 parties sont contents. Le client et le... Bah, les deux Ok. partenaires, l'acheteur et le vendeur, le client et son fournisseur. Moi, à partir du moment où les 2 parties sont contents, pour moi, c'est un bon C'est un business. bon business. Ok, d'accord. Tu vois, faut pas qu'il y en ait un qui se sente floué ou tu vois ce que je veux dire. C'est ça pour moi un bon business. Quel que soit le domaine d'activité, le but c'est que les 2 soient contents. Et tant mieux. Ok. Bah, c'est très intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça tout le temps, mais c'est très intéressant. Est-ce que tout à l'heure tu nous parlais de liberté géographique justement? Je pense que du coup, du jour au lendemain, tu étais salarié, tu avais peut-être 5 semaines de congé et du jour au lendemain, du coup, tu as la possibilité de voyager. Quels ont été tes plus grands voyages? Est-ce que tu as fait beaucoup de pays? Combien tu as fait de pays? Si tu avais des pays à refaire et peut-être ton top 3 dans lesquels les pays où tu es allé et tu t'es dit, waouh, c'est incroyable. Heureusement que Dieu merci, on m'a laissé. J'ai travaillé dur pour être entrepreneur, c'est Ouais, incroyable. Alors, je te confirme que j'ai la chance de beaucoup voyager. Alors après, c'est pas très RSE non plus, mais j'ai la chance de beaucoup voyager. J'ai été par exemple en Polynésie française. J'ai voyagé en Afrique du Sud. J'ai voyagé au Brésil. Et puis j'ai voyagé plein de fois évidemment en Chine. Ouais, les plus gros pays du monde. Et Il y a un pays la où tu Chine, t'es dit- franchement, c'est effet waouh garanti. Pour Ouais. ceux qui connaissent pas, c'est un pays qui est fascinant. 1,4 milliard de consommateurs. C'est 20 fois plus gros et 20 fois plus nombreux que nous. On est tout petit à côté. Hein.
Mais du coup, comment ça se passe la vie là-bas? Est-ce que tu as déjà habité un peu là-bas ou Alors, j'ai jamais habité en Chine, mais j'y étais pas mal de fois ces dernières années, 1 à 2 fois par an. Alors, je ne suis pas retourné depuis le Covid, mais jusqu'au Covid, j'y allais 1 à 2 fois par an. Ok. Et c'est fascinant. Pékin, Shanghai, la Grande Muraille, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. C'est Ok. fascinant. Mais c'est quoi du coup que tu admires là-bas en Chine qui est très impressionnant, qui est peut-être Bah, plus impressionnant que la France? La grandeur, le nombre, tout Les est, buildings, tout est on démesuré, se sent si tu petit, veux. ouais, c'est ça. On se sent, mais on a un microbe en arrivant en Chine. Tu pourrais y vivre ou... Bah, je pourrais y vivre, je suis ravi d'y aller occasionnellement, mais moi je suis français, je suis né en France T'adores la et c'est vrai que j'aurais du mal à vivre en dehors de la France. Après, j'adore voyager et je pense que c'est une chance de pouvoir voyager parce qu'en termes d'ouverture d'esprit, etc., c'est extraordinaire, tu vois, de rencontrer d'autres pays, d'autres civilisations, voilà. Et en Chine, c'est vrai que beaucoup de choses sont différentes, mais par contre, je suis très admiratif des Chinois parce que ce sont des gros bosseurs, ils ont faim, ils ont envie de gagner de l'argent, ils sont souvent entrepreneurs, etc. Il y a beaucoup moins d'aide gouvernementale en Chine qu'en France. En France, il y a beaucoup d'aide, peut-être trop d'ailleurs. En Chine, il n'y en a pas beaucoup, peut-être pas assez. Alors évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir un juste milieu entre les deux, mais le fait qu'ils soient moins aidés, si tu veux, je pense que ça les booste et ça les motive beaucoup plus. Nous, chez nous, le fait qu'il y ait beaucoup d'aide, bah, ça provoque peut-être un peu de flemme, un certain attentisme, tu vois ce que je veux dire. Si tu es trop aidé, tu ne seras pas motivé. Non, mais c'est super intéressant, c'est super intéressant. Et du coup, je vais rebondir par rapport à ça, mais du coup, c'est quoi ton avis peut-être à l'entrepreneuriat en France à l'heure actuelle, où justement, bah, maintenant, tu as des aides, tu as eu les aides Covid. J'ai pas eu d'aide Covid, hein. J'ai eu 0 aide Covid. Non, mais pas toi, Ah, mais les d'accord. Français, Non, mais les Français en général. Les Français en général, ceux qui ont eu des aides Covid, c'est ceux qui étaient dans la restauration et l'événementiel. Et moi, le problème, c'est que la marque, la société de Chinese Business Club est référencée comme société de conseil. D'accord. Donc 0 aide pendant 18 mois. Donc j'ai coûté 0 aux contribuables. Comme ça. Hein. Mais bon, tu t'es relevé quand même. Oui, bien sûr. Et c'est cool. Et du coup, pour toi, est-ce que la France, c'est un pays fait pour entreprendre, un pays bon, là, on a parlé de Bernard Arnault, qui a LVMH, qui a un énorme groupe. On a quand même pas mal de milliardaires aussi. Est-ce que pour toi, la France, justement, ça va se développer au fil des années? Bah, j'espère. Moi, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de riches et de moins en moins de pauvres. Et tu penses que ce sera le cas ou... J'espère. Je sais pas. Non, mais réellement, j'espère, ouais, bien sûr. Déjà, le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de pauvres. Et je pense que c'est plus important d'avoir moins de pauvres que plus de riches. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Ouais, c'est le but. Bah, globalement, on vit mieux, on est quand même. Tu vois, il y a quand même de plus en plus de médicaments. Ça s'améliore. La France s'améliore. C'est l'objectif, ouais. Comment te différencies-tu des autres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu arrives à faire que les autres. Peut-être que tu donnerais des conseils à d'autres entrepreneurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, déjà, un truc pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la niaque. La faim, la niaque. Moi, quand j'ai démarré mon business en 2010 et mon club en 2012. T'avais quel âge Oh là, je me souviens plus. Ouais. Mais réellement, j'avais pas un rond et je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Et je te garantis que quand tu as la niaque et que tu as faim, le but c'est de casser la baraque. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai des copains entrepreneurs qui ont des familles très aisées et ils n'ont pas cette envie et cette faim que j'avais. Et ça change tout. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as été dos au mur que justement tu as eu cette faim, tu as eu cette envie, tu as eu cette niaque? En fait, quand tu n'avais rien à perdre. Ouais, quand tu n'as pas le choix, si tu veux, moi réellement, en 2012, je bossais nuit et jour. Vraiment, hein. Et en plus de ça, financièrement, c'était un peu dur, tu vois. Il m'arrivait même entre guillemets, de sauter des repas financièrement, tu vois, pour pouvoir m'en sortir. Après, j'étais pas malheureux, mais j'étais convaincu que l'idée était bonne. J'étais convaincu que le Chinese Business Club décollerait un jour, mais je ne savais pas à quelle échéance. Est-ce que le Chinese Business Club marcherait au bout de 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'était impossible de prévoir et de savoir. Mais tu savais que ça allait marcher? Franchement, ouais, j'étais convaincu que ça marcherait parce que c'était pas possible autrement. Non, mais vraiment. Selon toi, les États-Unis devancent-ils le milieu de la tech dans le monde? J'ai vu que du coup, je sais pas si tu suis un peu l'actualité sur X, Twitter, enfin bref, Elon Musk qui est pas mal présent en ce moment. Il allait peut-être du coup racheter TikTok, ça n'a pas été une source confirmée. T'en penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses que les États-Unis c'est un bon pied-à-terre? Est-ce que niveau tech, niveau intelligence artificielle, niveau
est-ce qu'il nous devance l'Europe? Est-ce qu'il devance le monde? Avec les robots, maintenant on peut voir des robots chiens. Ouais, c'est vrai que moi je suis fasciné évidemment par les nouvelles technologies, hein, comme tout le monde. Tu pensais que ça allait arriver aussi vite ou pas? Bon, ça va être amené à se développer de plus en plus vite, surtout avec l'intelligence artificielle. Et tant mieux, il y a plein de progrès, ne serait-ce qu'en médecine, etc. Évidemment qu'ils sont très forts dans tout ça, mais enfin après, ils sont 400 millions aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les Américains sont 400 millions et on est 70 millions. Donc voilà, par contre, ce que je ne souhaite pas, c'est que les entrepreneurs français s'exilent tous, soit aux États-Unis, soit en Chine et tout. Mais c'est ce qui est en train. Enfin, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais c'est dommage pour nous aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que si tous les cerveaux s'enfuient, on est perdant au final. Donc heureusement, il y en a qui continuent de rester chauvins. T'en penses quoi du coup de ça, que les entrepreneurs s'enfuient de plus en plus? Oui, j'ai un avis. Je trouve ça regrettable, évidemment. Le but, c'est d'essayer de les retenir. Enfin bon, malheureusement, si c'est pour mieux revenir après, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu des étapes du coup de ta vie qui t'ont marqué, peut-être plus jeune, peut-être dans ton adolescence, qui te fait dire ah bah voilà, là il faut que je monte ce business, ou il faut que je crée un business, ou je suis pas fait pour être salarié? Est-ce que tu as eu des étapes comme ça ou... Moi, je vais te faire une confidence. Gaëtan, j'ai mûri très tard et je pense que ma vie a changé quand je suis devenu entrepreneur, donc quand je suis passé de salarié à chef d'entreprise. Et réellement, ma façon de voir les choses a complètement évolué, a complètement changé. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, tu as une vue d'ensemble, tu as un état d'esprit qui est beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert qu'un salarié, par exemple. Après, il n'y a rien de péjoratif ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un constat. Mais ouais, je pense que ma vie a changé à ce moment-là et je ne regrette pas du tout et je serais aujourd'hui incapable de faire machine arrière. Goûter à l'entrepreneuriat, c'est comme une drogue sans en avoir d'effet négatif. Ouais, je vois. On parlait tout à l'heure de Bernard Arnault. Tu as déjà rencontré du coup des entrepreneurs de licorne française, dirigeants du CAC 40. Est-ce qu'ils ont un truc en plus que les autres n'ont pas, ou est-ce que tu as compris un truc que peut-être les autres n'avaient pas compris en les rencontrant du coup? Alors effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard, etc. Et d'entrepreneurs à l'origine de licorne. Donc au club, on a reçu Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircall, etc. Moi, je suis évidemment hyper admiratif de tous ces entrepreneurs et des chefs d'entreprise parce qu'ils ont des success stories absolument incroyables. D'ailleurs, c'est encore plus vrai pour les entrepreneurs à l'origine de licorne. T'imagines, tu crées une start-up qui, au bout d'un certain temps, est valorisée plus d'1 milliard d'euros. Franchement, respect. Enfin, moi, on ne peut qu'être admiratif. Bien sûr. Après, est-ce qu'ils ont quelque chose de différent? Franchement, c'est dur de répondre à cette question, mais... je sais pas, un mindset, un mental ou... À part le fait qu'il soit brillant, moi je suis hyper admiratif. Je veux dire, j'ai toujours été attiré par ceux qui réussissent, par ceux qui... Enfin, tu vois, et tant mieux, je ne suis pas du tout jaloux. Mais moi, quelqu'un qui réussit, ça me fascine, ça me tire vers le haut, ça me motive. J'ai envie de lui poser plein de questions, tu vois. C'est une motivation. Je suis beaucoup plus admiratif de quelqu'un qui monte une start-up, enfin une licorne, plutôt que quelqu'un qui est au chômage et qui se plaint. Et tu vois ce que je veux dire? Ce qui est le cas de beaucoup. Ouais, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Voilà. On parlait du coup de start-up. Est-ce que tu as investi dans des start-up à l'heure actuelle? Est-ce que tu investis dans des start-up? C'est quoi pour toi les critères pour définir du coup une bonne start-up avec un bon potentiel et levier financier? Ouais, bien sûr. Écoute, je te confirme que moi, à côté du Challenge Business Club, je suis business angel, actif pour plusieurs start-up et entrepreneurs. En général, c'est des entrepreneurs qui me contactent via LinkedIn. Et puis, donc, je reçois pas mal de sollicitations via LinkedIn tous les jours. Et bon, après, je ne suis pas Xavier Niel non plus. Hein, donc, si tu veux, je prends des petits tickets dans une poignée de start-up et de petites boîtes. Mais en gros, je vais te dire, le premier paramètre à prendre en compte, c'est le feeling et le matching avec les entrepreneurs à la tête de ces startups. Enfin, tu vois, évidemment qu'il y a l'idée, évidemment qu'il y a le business model, etc. Mais avant tout, c'est le feeling avec les entrepreneurs à la tête de ces idées. Ok, donc c'est plus comment la personne va t'amener le business, c'est ça? C'est pas comment elle va m'amener le business,
Ouais, c'est. Il va te le présenter. Ouais, enfin voilà, il faut que ça matche. Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est hyper important. Avec toi ou avec ta personnalité ou... Bah, faut que ça matche entre l'entrepreneur et moi, oui, il faut que ça matche entre nous deux, tu vois, c'est comme, tu vois, il faut que ça matche professionnellement, D'accord. Ok. ou amicalement, peu importe, mais tu vois, il faut que... Donc pour toi, c'est ça le premier truc à apprendre. Ouais, et puis moi, il faut que je sois admiratif aussi de la personne en face. Faut que tu toujours, dises waouh Bah oui, soit waouh par la personne, soit waouh par le projet. pour son projet, pour son idée, pour, tu vois, c'est D'accord. important d'avoir l'effet waouh. Ouais, bien Moi, sûr. j'essaye d'avoir l'effet waouh à chaque déjeuner du Chain Business Club, Ah ouais. pour les participants, pour les invités, pour les membres. Chaque fois, quand ils arrivent, ils se disent waouh, il y a ça, il y a un tel, ah, puis il y a un tel, et puis il y a également un tel. Enfin, tu vois, le but, c'est qu'ils soient impressionnés. Émerveillés, ils reviennent. Et qu'ils aient ainsi envie de suite, revenir, ouais. bien Et sûr. ils parlent autour d'eux, du Parce coup. que moi, quelqu'un qui vient qu'une seule fois au club et qui ne revient pas, tu te doutes bien que c'est un échec. Ok. Alors Ok. que s'il me contacte 15 jours plus tard en me disant je veux revenir, là, c'est un succès. D'accord. Est-ce que tu as une routine particulière que tu exerces chaque jour en termes de sport, d'aliments je sais pas, est-ce que tu te lèves à une heure précise? Est-ce que tu manges quelque chose, je sais pas, des aliments? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Est-ce que tu fais du yoga, de la méditation? C'est un truc qui cartonne du coup aujourd'hui pour les entrepreneurs et c'est important de le souligner aussi, que c'est important du coup l'alimentation, le sport, de ne pas trop être aussi sur les écrans. Est-ce que tu as une routine toi ou... Alors, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Ok, Je ne fais pas de yoga. d'accord, Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. ok, Je ne fume pas. Enfin, je ne fume plus. J'ai fumé il y a longtemps, mais je ne fume plus. Je bois pas d'alcool et je me prends 2 verres de vin blanc par semaine. Donc, tu vois, petit consommateur. Et encore, je bois que du vin blanc. Mais je bois... j'essaie de manger sainement. Sinon, je finirais gras comme un loukoum. Donc, j'essaie de manger... Tu varies tes aliments quoi. Ouais, non, mais j'essaye de manger plus de poisson que de viande. Voilà. Je bois que de l'eau du minérale ou en bouteille ou je sais pas quoi. J'avoue que j'évite l'eau du robinet. Et puis, j'essaye de me marrer au moins une fois par jour. Une sortie ou... Non, mais de me marrer, de rire, quoi. Enfin, tu vois, c'est hyper Ouais. important. Avec un ami par exemple. Enfin, Oh, bah, peu importe, connaissance. sinon, j'en sais rien, ou même écrire une chanson, vidéo, tu vois, ou- mais, ouais. ou une vidéo, ou je sais pas quoi, mais ou un film. c'est hyper Enfin, ça important peut être de ça. rire et j'écoute de la musique quotidiennement et ça m'arrive même souvent de travailler en musique. Je suis fan D'accord. de musique. Moi, pour Ok. moi, la musique, c'est C'est le moteur de... la vie. Ah, j'écoute beaucoup de musique, ouais. C'est un peu ton moteur. Ok. Ouais. Et quel style de musique si c'est pas trop indiscret? Alors, moi, j'ai des goûts très particuliers. Ok. Je suis fan de musique électronique. D'accord. Ok. Voilà. Donc David Guetta, Bob Sinclair. Ouais, ou même j'écoute de la trance. Ok, d'accord. Voilà, Ok. tu vois, c'est très particulier. Hein. Armin van Buuren, Tiesto et tout. Donc, tu vois, Ah c'est- oui, c'est- oui, c'est ouais. spécial. Et années 80. Années 80. Fan des années 80. non, mais c'est Ah ouais, vrai, je donc, trouve, je trouve dans qu'il y la avait- playlist, il y a vraiment tout. Ouais, il y a tout, mais je trouve qu'il y Ça, avait c'est cool. dans les années 80 des morceaux qui Magnifique, sont très bons morceaux. Dalida, Indochine. Charles Aznavour, Indochine, Dépêche Mode, enfin des classiques. quoi. ABBA. Exactement. Euh, Queen. aussi. Comment tu différencies ta vie privée avec ta vie professionnelle? Est-ce que tu arrives à la différencier? C'est complètement Mmh. mélangé. Hein. Ouais. Tu sais, je travaille de chez moi, je reçois des potes et des clients chez moi. Ah Donc, moi, il n'y a aucune frontière. J'ai qu'un seul numéro. Et mon numéro de portable, c'est le même pour les amis et les mêmes pour les membres de mon club. Donc, si tu veux. Et puis d'ailleurs, il y a plein de membres de mon club qui sont devenus des amis, etc. Tu sais, j'ai un fort taux de fidélité. Sur les 130 sociétés membres du club, aujourd'hui, j'ai 90% de renouvellement des sociétés membres. Donc, Wow, ouais. tous les ans. Donc, au C'est bout d'un moment, il y en a plein. T'entretiens la relation vraiment. Ouais, voilà. Et puis à la fin, De A à là, Z. ça devient des amis, etc. Et tant mieux. Enfin, Alors, t'es pas forcément obligé de répondre à cette question, mais est-ce que tu as déjà fait des folies, par exemple, quand tu as fondé ton business, ton premier business, est-ce que tu t'es dit, bah voilà, là, je vais acheter, je sais pas, une voiture ou faire un gros voyage? Est-ce que non, c'est pas ta philosophie? folie, non, parce que j'ai toujours eu cette peur de manquer ou de. Et heureusement d'ailleurs que j'avais pas cet état d'esprit, parce que sinon, si j'avais pas eu un peu de trésor pendant le Covid, le club serait mort. Donc heureusement que j'ai toujours eu cette gestion dite de bon père de famille, comme on dit, pour avoir un peu de trésor et pouvoir continuer à avancer. Parce que sinon, tu vois, si tu. Comment du coup tu arrives à... Par exemple, tu mets combien de pourcentage de trésor par mois que tu dégages grâce à ton business? Je serais incapable C'est bon. de te répondre, mais en gros, mon business génère 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. J'ai pas de salariés, j'ai pas d'employés, j'ai pas
d'associés, j'ai pas de bureau, donc vraiment toutes les charges sont réduites au maximum. C'est une envie personnelle ou c'est Je trouve que recruter en France, ça coûte cher. Licencier, ça coûte le double. Si ton salarié te traîne au prud'homme, tu es sûr de perdre dans 90% des cas. Il y a 11 jours fériés par an, 25 jours de congé, 20 jours de au final, RTT. En mai, il y a des avantages. ponts et des viaducs pendant tout le mois, donc personne ne fait rien. En juillet, en août, c'est les grandes vacances, personne ne bosse. Donc si tu veux tout ça cumuler, moi, en tant que chef d'entreprise, qui potentiellement pourrait recruter une ou deux personnes en CDI, je ne suis absolument pas incité à le faire, avec tous les paramètres que je viens de te citer. Et c'est dommage parce que il y a, je sais pas moi, il doit y avoir 6 ou 7 ou 8 millions d'indépendants comme moi en France. Si on recrutait ne serait-ce qu'un seul chômeur chacun, on pourrait assez rapidement, avec un avantage fiscal ou peu importe, tu vois, trouver une petite incitation, carotte, on pourrait éradiquer le chômage assez rapidement et assez facilement. Tu vois, si on recrutait une seule personne chacun. Et tu penses que ce serait quelque chose à mettre en place? Mais on n'est pas incité à le faire. Ouais, c'est vrai. Et puis le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, le patron a une mauvaise image. On dit souvent salaud de patron, le patron c'est un salaud. Non mais tu vois ce que je veux dire. Je te jure que c'est vrai. Et donc résultat, c'est un peu dommage. Et donc moi pour ça, j'aurais éventuellement une solution, certes un peu radicale, mais pourquoi pas naître chacun avec un numéro de sirette ou un numéro de sirène, peu importe. Et puis ensuite, dès qu'on se fait bosser les uns les autres, on se facture grâce à notre numéro de sirette. Si par exemple, toi, tu es salarié dans une entreprise, à la fin du mois, plutôt que ton patron te fasse un versement ou un virement automatique, peut-être que tu pourrais lui envoyer ta facture et une fois qu'il la reçoit, il te paye. D'accord, mais très intéressant. C'est très idéaliste ce que je te dis. Mais je pense qu'à moyen long terme, c'est un truc qui se développera de plus en plus. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a toujours eu un problème de décalage entre l'employé, l'employeur, le patron, le salarié. Tu vois, si tout le monde se retrouve au même niveau en étant à son compte, il faudrait qu'on ait un numéro unique. Tu vois, aujourd'hui d'ailleurs, l'administration en France, c'est une usine à gaz. Regarde, on se retrouve chacun avec un numéro de pièce d'identité, un numéro de passeport, un numéro de permis de conduire, un numéro de carte vitale, un numéro de sirette, un numéro complètement hallucinant. Pourquoi on n'aurait pas un seul numéro qui fasse office de tout et tu vois, en termes administratifs, ce serait tellement plus logique et tellement plus simple. Plus simple. Mais parce que maintenant, on peut très bien dire que tous les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2026, par exemple, plutôt que de leur filer 15 000 numéros différents, on leur file un numéro unique. Alors après, évidemment, tu as tous les détracteurs qui vont dire « Oh là là, mais nous ne sommes pas des numéros, etc. » Mais n'empêche que ce serait tellement plus simple. Bien sûr. Non, mais je suis totalement C'est logique. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que tu penses des marchés financiers à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu investis en bourse, en crypto? On a pu voir un gros Bitcoin là, en fin 2024 avec l'élection de Trump. Il a atteint les 100 000. Du coup, tu connais le cofondateur de Ledger, Eric. Est-ce que tu investis là-dedans? Est-ce que en bourse, en crypto? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois? Bien sûr. Alors après, je serais incapable de faire des prévisions oui, bien sûr. On ne fait pas de conseils. Incapable de faire des prévisions pour 2025-2026, même si le climat est un peu morose, mais enfin voilà, c'est un constat. Mais oui, j'investis et en fait, je le fais notamment via des ETF, ce qui permet de répliquer des résultats d'actions sur des catégories, donc ETF crypto-monnaie, ETF private equity, ETF santé, ETF S&P 500. Tu vois, le but, c'est d'essayer de répliquer un peu beaucoup. Il faut se diversifier, bien sûr, pour tout, normal. C'est intéressant. Et j'avais pris des actions Ledger il y a quelques années. Et via Caption. D'accord. J'ai acheté des actions Ledger via Caption, entre autres. Et je pense qu'à moyen terme, ça sera une... Tu les as pas revendus? Non, parce qu'il n'y a pas une nouvelle levée de fonds, mais je pense que s'il y a une nouvelle levée de fonds, pas impossible que la valo soit doublée. Bien sûr. Ce qui signifierait que Tesla, mes actions auront doublé. Donc écoute... Pourquoi pas, J'espère. On va parler du coup de ton business principal, le Chinese Business Club. Donc tu fondes et tu deviens du coup le PDG en 2012, le premier réseau d'affaires de France avec plus de 130 sociétés membres et 15 événements par an à Paris. Du coup, comment t'es venue cette idée et pourquoi un club d'affaires? Qu'est-ce que tu proposes
concrètement, dans ce club d'affaires, voilà, il y a des événements, tu organises des idées, tu organises des soirées. Que fais-tu? Pourquoi comment tu as eu cette idée? Alors, comme je te disais, moi, c'est les Chinois qui m'ont donné l'idée en 2012. Ils voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, etc. Et donc, l'idée est née comme ça. Les 3 premières années compliquées. Après, il y a eu Macron. Depuis, ça marche bien, etc. Aujourd'hui, il y a 130 sociétés membres, comme tu l'as dit. Je leur organise à peu près une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktail et déjeuner tous les mois. À chaque fois, sur les déjeuners, tu as un invité d'honneur qui est très connu. C'est un peu le prétexte pour réunir tout le monde. Mais si tu veux, des clubs, il en existe des milliers partout en France. Donc, dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse. Des clubs, il y en a plein, ils sont tous très bien, mais je pense qu'on a des positionnements différents. C'est hyper important d'avoir du beau monde à chacun des déjeuners. Moi, j'ai pas mal de milliardaires français, des business angels, des investisseurs. La plupart des chefs d'entreprise qui viennent dans mon club sont propriétaires de leur boîte. J'ai également des gens du secteur public qui viennent, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de grands pays, ambassadeurs du Moyen-Orient, ambassadeurs de grands pays africains comme je sais pas moi, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tu vois, sur le dernier déjeuner, j'avais le patron du RAID, le patron du GIGN, le patron de la BRI. L'idée, si tu veux, c'est de donner accès aux membres à des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Ça, c'est hyper important. Et puis qu'ils aient l'effet waouh, soit par les personnes présentes, soit par le lieu, soit pour la gastronomie, enfin le déjeuner. Tu vois, c'est hyper important de varier les plaisirs. Le but, si tu veux, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Tu passes un moment sympa et en plus de ça, tu repars avec des contacts intéressants à transformer parce qu'évidemment, tu ne vas rien signer pendant les déjeuners du club. Tu ne vas pas signer des contrats pendant le déjeuner. Ouais, mais le but, c'est de repartir avec des contacts que tu vas transformer derrière de clients en prospects. C'est magnifique, c'est énorme. Enfin, l'inverse, de prospects en clients. C'est magnifique, c'est énorme. Est-ce que tu comptes scale à l'international ce projet? Je connais du coup quelqu'un qui s'appelle Luc Bellemare, qui est un entrepreneur qui a fondé Capital Club, qui fait un peu pareil, dîner privatif, etc., qui est vraiment à l'international, où lui, le ticket d'entrée est à 1 000 €, il me semble. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, il y a Singapour, il y a de grandes villes, il y a Kuala Lumpur, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça du coup à l'international ou c'est vraiment que à Paris? Alors, j'y ai pensé. J'avais réfléchi un moment à ouvrir une antenne du club à Londres. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis en plus, il y a eu le Brexit depuis, donc c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Pour l'instant, le club est franco-français à 90%. Le club n'a objectivement jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait moins de Chinois qu'avant, mais ils vont finir par revenir. Donc pour l'instant, à court terme, il n'y a pas de projet d'ouverture à l'international. D'accord. Donc pour l'instant, tu ne veux pas développer à l'international? Pas pour l'instant. Okay. Mais je dis mais pas ça peut arriver. Mais je ne dis pas que je le ferai pas. D'accord. Qu'est-ce que tu réalises le jour où justement ça a marché, enfin ton ouverture a marché? Le premier événement que tu as eu, est-ce que tu t'es dit waouh, c'est incroyable tout ce monde, waouh, j'ai réuni du coup des milliardaires, des licornes, enfin ça a été au fil du temps, hein. Mais le premier jour, ton premier dîner, comment ça s'est passé concrètement? Ah bah le premier déjeuner, c'était un peu la loose. Ouais. Ah bah oui, premier déjeuner, c'était en septembre. Ah oui, parce que ça n'a pas marché direct. Bah évidemment, il n'y a rien qui marche direct. Tout est long, tout prend du temps. Enfin, tu vois, malheureusement. Donc le premier dîner se passe comment? Alors c'est un déjeuner. Je fais que des déjeuners. Moi, je fais pas de dîner. Et le premier déjeuner, c'était en septembre 2012 au Polo de Paris à Bagatelle. Okay. Et donc, en gros, j'avais réussi à faire venir, je sais pas moi, une quarantaine de participants. Bon, très bien. Et sur les 40 participants, il devait y avoir 3 ou 4 Chinois. Et à la fin du déj, tout le monde m'a dit, Harold, c'est super, mais ils sont où les Chinois? Je dis, bah, ça, c'est un peu le problème. Ils n'étaient pas venus? Bah, c'est pas qu'ils n'étaient pas venus, c'est que j'en connaissais pas. Ah ok. Donc, si tu veux, un club d'affaires sans Chinois, c'est compliqué, quoi. Franco-chinois. Un club d'affaires franco-chinois sans Chinois, c'est pas très crédible. Donc évidemment que voilà, sauf que sur les 3 Chinois, il y en avait un de l'ambassade et qui m'avait dit « Ah, monsieur Parisot, si vous recommencez, tenez-moi au courant, je vais vous aider, etc. » Donc je l'ai pris au mot. Et effectivement, sur les déjeuners suivants, il a commencé à me faire venir des marques chinoises comme Huawei, Haier, Lenovo, Air China, Comac, Avic, UnionPay, JD, Alibaba, Shein, ICBC, tout. Il y en a plein des marques chinoises. Il y en a même plein dont on ignore qu'elles sont chinoises. Et donc ça a pris du temps. Mais le premier déjeuner, oui, c'était sympa, mais il n'y avait pas de Chinois, quoi. Donc après, ça a mis du temps. C'est au fur et à mesure que… Ouais. Okay. Tu sais, ça a pris le club a mis plus de 3 ans à décoller. C'est long, 3 ans, hein.
Ouais. Et au début, le business model n'était pas viable du tout. Mais tu arrives à en vivre quand même ou... De quoi aujourd'hui? Non. Au début? Au début, ouais, pendant ces 3 ans. Où tu vivotes. Je faisais d'autres petits trucs à côté, etc. Mais oui, Ok. je vivotais, ouais, bien sûr. Ok. Je dis, les 3 premières années ont été compliquées. difficiles. Vraiment, ouais. Ok. Aujourd'hui, tu vois, les gens parlent du club en disant ça cartonne, c'est le club, the place to be et tout, super. Mais moi, là, tous ceux dont on parle là, c'était il y a 13 ans. Ouais, bien sûr. Donc en 13 ans, il s'en est passé du temps quand même. Qui sont aujourd'hui les membres du club et qui peut devenir membre du coup? Comment ça se passe? Alors, tout le monde peut devenir membre du club. Moi, ce n'est pas une secte. Tout est officiel et transparent. La liste des sociétés membres est officielle et parfaitement à jour et transparente sur le site internet chinesebusinessclub.fr. Donc là, il y a une rubrique membres avec la liste des membres à jour. N'importe quelle société peut devenir membre. Aujourd'hui, moi, je cible surtout tout ce qui est start-up, TPE, PME et ETI. Parce que je pense que le Chinese Business Club a beaucoup plus de valeur pour une petite boîte qu'un grand groupe du CAC 40. Tu te doutes bien qu'un grand groupe du CAC 40, il n'a pas besoin de mon club pour faire du business. Tu vois, Donc faut être réaliste. On peut retrouver toutes sortes d'âges en fait. J'ai de plus en c'est plus quoi de jeunes. La moyenne La moyenne, elle doit être aux alentours de 35, mais à côté de ça, j'en ai plein qui ont 25. Oui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont 25-30 ans. Je prends souvent l'habitude de citer en exemple Sixtine Moulet-Berthaud, qui est la fondatrice du média Le Crayon, qui est la plus jeune membre du club. Elle a 23 ans, je crois, et elle a 29 salariés en CDI. D'accord. Et grâce au Chain Business Club, tu pourras lui demander, je crois qu'elle a signé, je ne sais plus, 12, 13 ou 14 nouveaux clients grâce au club en l'espace de 2 ans et demi. Tu vois. Donc après, elle arrive la première, elle repart la dernière, elle va voir tous les chefs d'entreprise un par un, elle leur présente ses services, etc. Enfin, il n'y a pas de secret, de toute façon, une fois de plus, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc, elle bosse. Ouais, magnifique. Mais du coup, donc tu fais des déjeuners. Vous êtes combien lors de ces déjeuners? Il y a du monde, il y a 200, 250 couverts. Et tu places comment les personnes du coup Il n'y a que les gens qui sont à la table d'honneur qui sont placés. C'est-à-dire qu'en gros, il y a emplacement libre pour tout le monde, pour tous les membres, etc. Sauf des partenaires qui payent beaucoup plus cher, qui eux se retrouvent placés à la table d'honneur. Donc à la table d'honneur, tu as les partenaires qui ont donc payé plus cher. D'accord, ok. Tu as des anciens premiers ministres, sénateurs, députés, ambassadeurs et invités d'honneur à la table d'honneur. Magnifique. Et faut compter combien du coup pour avoir accès du coup à un déjeuner comme ça? De quoi, l'adhésion au club? Ouais. Écoute, l'adhésion au club, elle est très simple. Sur les 130 sociétés membres, tu en as à peu près les 3/4 qui payent une adhésion corporate classique à 9 500 € hors taxe par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement. Et après, tous les événements sont gratuits pendant 1 an. Les mises en relation, les cocktails, les déjeuners, etc. Tout est gratuit. Donc ça représente les 3/4 des membres. Et 1/4 des membres sont sous forme de partenariat avec des niveaux de tarifs beaucoup plus costauds. Bronze, 25 000 hors taxes, argent, 50 000 hors taxes et or, 75 000 cas hors taxes. Et en fait, ces grosses différences de prix s'expliquent par le fait que les partenaires ont systématiquement plusieurs places à la table d'honneur, à tous les déjeuners et toute l'année. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es partenaire, tu peux choisir tes voisins de droite, de gauche, d'en face, etc. en disant, voilà, moi, au prochain déjeuner, j'aimerais avoir le ministre à ma droite, monsieur Dassault ou monsieur Clarins à ma gauche, et en face de moi, je ne sais pas moi, le patron du GIGN, ou Jacques Séguéla, ou Philippe Douste-Blazy, ou Michel Alliot-Marie, enfin peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. Et moi, plus tu seras content toute l'année, plus à la fin de l'année, tu renouvelleras ton adhésion, ton membership. Donc j'ai intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois trop content. Ouais. Normal. Et du coup, tu fais les footballeurs, par exemple, ça t'est arrivé? J'ai jamais eu de footballeur dans mon club. De sportifs? Ah, des sportifs, j'en ai eu plein, oui. Teddy Riner, Florent Manodou, Camille Lacour, etc. J'ai plein de sportifs de haut niveau qui sont venus au club, bien sûr. J'ai des sportifs professionnels, j'ai des chefs cuisiniers, Guillaume Gomez, Christian Lesquer, Denis Imbrosi, Pierre Hermé, etc. Tu les connais tous. Tu t'en connais vraiment beaucoup. L'intérêt, si tu veux, c'est que quand ils viennent au club et qu'ils aiment bien, ils reviennent, tu vois. Donc ça apprend, le fait de se voir et de se revoir tout au long de l'année, évidemment que ça crée un peu des synergies, c'est normal. C'est génial. À tes débuts, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus en Chine pour avoir eu le réflexe d'ouvrir un club d'affaires en lien avec eux? Le nombre. Vraiment, ça c'est un truc pour ceux qui découvrent la Chine, enfin qui ne connaissent pas la Chine. La première chose qui choque en arrivant en Chine, c'est la grandeur. Okay.
Non mais vraiment, tout est démesuré. Ils sont 1,4 milliard, je ne sais pas si tu réalises, c'est fascinant. Et tout est différent, tu vois, les visages sont différents, l'alphabet est différent. Enfin, tu vois, quand tu arrives en Chine, pour nous Français, c'est un vrai dépaysement. Parce que tu n'as plus aucun repère. Hein. Ouais, tu vois, quand tu vas aux États-Unis, ça reste les mêmes lettres de l'alphabet que nous. Chez eux, tu vois, Et c'est ça, du coup, qui t'a donné envie de créer ce lien. Ce qui m'a donné envie, je vais te dire, c'est qu'ils sont nombreux et une fois de plus, ils ont faim, ils ont envie de travailler, ils ont envie de gagner de l'argent. Et ça, pour moi, déjà, ça vaut de l'or. C'était la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Franchement, ouais. Comment et pourquoi, du coup, vendre en night ticket et comment tu fixes tes prix? Tu as dit tout à l'heure que tu avais bronze, argent, gold. Comment ça t'est venu à l'esprit de faire ça et pourquoi en night ticket, du coup? En fait, le club marche bien, donc ça, c'est super, tant mieux, pourvu que ça dure, évidemment. Mais le problème de mon business model, si tu veux, c'est qu'il est un peu plafonné. Contrairement à un entrepreneur qui va, je sais pas moi, sortir une application qui est téléchargeable sur Android etc., Apple Store, etc. Lui, son application, elle est potentiellement téléchargeable des millions de fois. Moi, tu te doutes bien qu'avec mon club, je ne peux pas avoir des millions de sociétés membres. Okay. Aujourd'hui, j'en ai 130, on peut passer à 140 ou 150 éventuellement, mais c'est compliqué d'aller plus loin et plus haut. Donc, il faut bien y remédier. Donc, à défaut d'augmenter le nombre de sociétés membres, je peux toujours augmenter le revenu par membre. Donc l'intérêt pour moi de créer des partenariats bronze, argent et or dont tu parlais, c'est qu'en gros, ça me permet d'augmenter la facturation par membre. Après, il n'y a pas de la place pour tout le monde à la table d'honneur non plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois. Mais c'est bien pensé en tout cas. As-tu des anecdotes à nous raconter, à nous partager que tu as vécu durant un dîner d'affaires, par exemple, au sein du Chinese Business Club, quelque chose des choses qui t'ont marqué, des conversations, peut-être, là tu nous parlais tout à l'heure de Sixtine qui a signé 13 clients, incroyable. Même 14 je crois d'ailleurs, 14, on lui demandera, mais ouais, là, Est-ce que tu en as d'autres à nous raconter Alors des anecdotes, oui, après, il y en a plein, je vais te raconter une boulette. Allez, je vais te raconter une boulette que j'ai faite. Il y a prescription maintenant, donc on peut en parler. Mais je sais pas, ça devait être en 2014, donc tu vois, il y a plus de 10 ans. J'ai reçu Jean-Paul Agon, l'ancien PDG de L'Oréal. Okay. Et donc, il arrive vers, je sais plus, 12h50 et je lui dis, quand il arrive, allez vite vous asseoir parce que l'invité d'honneur va arriver. Et là, il me regarde et il me dit, Monsieur Parizeau, c'est moi l'invité d'honneur. Ouais, bon, effectivement, aujourd'hui, on en rigole, mais sauf que moi, à ce moment-là, je rigolais moins. Ouais. Et en fait, j'avais fait la grosse erreur de ne pas regarder. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore son visage. Et j'avais fait la grosse erreur de ne pas le googliser, Google Images et tout. Et franchement, depuis, je me suis juré que dès que j'allais à un rendez-vous, je regardais la tête de mon interlocuteur pour pas réitérer ce genre de grosses boulettes. Voilà, bon, c'est une petite anecdote, mais je peux te dire que je n'ai jamais été aussi mal de ma vie professionnellement. Là, j'avoue, sur ce coup-là, c'était un peu la honte. Mais bon. Tu penses quoi de notre génération actuelle? Tout à l'heure, on parlait justement de Sixtine qui a 23 ans. Est-ce que tu penses que les jeunes sont plus motivés que les générations précédentes? Est-ce que tu penses que, justement, au sein de ton club, il y a de plus en plus de jeunes? C'est une bonne nouvelle aussi également. Il y a aussi des aides de l'État. Bon, il y a eu quand même pas mal d'entreprises en faillite en 2024, mais je pense qu'il y a de l'avenir en France. T'en penses quoi? Alors, tu prenais l'exemple de Sixtine Moulay-Berthaud. Je pense qu'elle n'est pas représentative de la nouvelle génération parce que, alors après c'est mon point de vue, après chacun a sa propre opinion, mais je trouve que les jeunes générations ne sont pas aussi motivées, aussi ambitieuses et aussi travailleuses que les générations précédentes. D'accord. Malheureusement, je pense que le Covid a eu un effet très néfaste sur le travail, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui t'expliquent que le télétravail, ça ne change rien au boulot, mais qu'ils préfèrent quand même être en télétravail. Non, mais tu vois, je trouve que le télétravail, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai des copains qui recrutent, et de constater que des candidats, dans les premières questions, demandent combien de jours de télétravail par semaine. Waouh, c'est pour un recruteur, pour un chef d'entreprise, pour un employeur,
entendre ce genre de questions, crois-moi, c'est flippant. Et d'ailleurs, je veux te dire, c'est une raison de plus pour un chef d'entreprise de pas recruter. Ah Enfin, bien sûr, là s'ils recrutent. Non mais, tu vois ce que je veux dire, c'est lunaire d'entendre ça. Bien sûr. Harold, merci. Merci Merci, Gaëtan. d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux téléspectateurs qui sont là? On mettra du coup le lien de son club en description. Bon, c'est facile, Ça a été- chinesebusinessclub.fr et ensuite je suis facilement joignable via LinkedIn. J'essaye de répondre T'as Instagram à peut-être tous les messages. ou- Oui, il y a un Instagram, Chinese Business Club également, où il y a des posts. Il y a au moins un post par jour. Et le petit mot de la fin, moi, ce que je donnerais comme conseil aux entrepreneurs qui nous regardent, c'est de considérer le réseau comme un véritable accélérateur de business. Parce que beaucoup de gens négligent le réseau, le carnet d'adresse, ou ne s'y intéressent que quand c'est trop tard, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils cherchent du boulot. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut s'intéresser et développer son réseau et son carnet d'adresse quand on n'a rien à demander. Et voilà, donc il faut vraiment voir le réseau comme un accélérateur de business, quel que soit le domaine d'activité. Merci à toi, Harold. Merci Gaëtan.